un PDG milliardaire derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis, jusqu'à ce que l'amour change son destin. On dit que l'amour ne connaît ni l'heure ni le lieu. Pour Julien Dubois, roi incontesté de Manhattan trahi et jeté en prison, l'amour était devenu une arme retournée contre lui, une faiblesse qui lui avait tout coûté. Pour Sarah Martin, avocate commise d'office dévouée à la justice, l'amour était un dossier classé sans suite, un luxe qu'elle n'avait pas le temps de s'offrir. Mais quand leurs mondes se sont heurtés dans le parloir glacial d'une prison, quelque chose de plus puissant que la loi et de plus dangereux que n'importe quelle trahison est né entre eux. Un contact interdit, un regard qui a percé les mensonges, une passion qui pourrait lui rendre sa liberté ou lui coûter la sienne à jamais. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme innocent contre un empire de corruption. C'est l'histoire de comment le lien le plus improbable est devenu la seule arme capable de faire tomber les rois. Préparez-vous, car dans cette bataille pour la vérité, le seul verdict qui compte est celui que prononce le cœur. Commentez avec un emoji clé si vous croyez que l'amour est la clé de la liberté. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de justice et d'amour rédempteur. Préparez-vous à une histoire qui pose la question: que se passe-t-il lorsque la seule personne qui vous offre la clé de la liberté pourrait aussi être celle qui vous enferme pour toujours? C'est une histoire de secret, de trahison et d'un amour si puissant qu'il pourrait faire voler en éclats les murs d'une prison ou en construire de nouveaux autour du cœur. La ville de New York était un royaume à ses pieds. Du 80e étage de la Tour du Bois, le monde se réduisait à une carte de lumières et d'ombres, un échiquier où Julien Dubois était le roi incontesté. Le soleil de l'après-midi déversait de l'or liquide sur la rivière Hudson, faisant scintiller les gratte-ciel voisins comme des lances pointées vers le ciel. À l'intérieur de son bureau, le silence n'était pas vide, mais rempli du poids du pouvoir. L'odeur du cuir italien vieilli et de l'ambition flottait dans l'air, un parfum qu'il avait créé lui-même. Julien termina l'appel, le téléphone dernier cri ressemblant à un jouet dans sa grande main. Un sourire lent et contrôlé étira ses lèvres. Fait. Le contrat avec Tokyo Tech était scellé, un autre milliard de dollars ajouté à son empire avant la tombée de la nuit. Il se leva, se dirigeant vers le bar en acajou sculpté dans le coin de la pièce. Le scotch de 30 ans d'âge coula doucement, une chaleur familière se propageant dans sa poitrine. Il avait bâti tout cela, pas hérité, pas reçu en cadeau. Bâti, avec du sang, de la sueur et une intelligence si vive qu'elle pouvait couper l'acier. La porte de son bureau s'ouvrit avec un léger déclic. Marc Fournier entra, son sourire parfaitement aligné, son costume Armani impeccable, son directeur des opérations, son meilleur ami depuis qu'il partageait une chambre d'étudiant exigu à Harvard, son frère en tout, sauf le sang. « Tu l'as conclu ?» demanda Marc, bien qu'il connaisse déjà la réponse d'après l'atmosphère de la pièce. « Elles n'ont jamais vu ce qui leur est arrivé, » répondit Julien en servant un verre à son ami. Ils trinquèrent. Le tintement du cristal était net, le son de la victoire. « Isabelle a appelé, » dit Marc en ajustant l'un de ses boutons de manchette en platine. « Elle finalise les détails pour la fête de fiançailles samedi. Elle a dit que nous ne devions pas être en retard. » Julien sourit d'une chaleur authentique cette fois, qui atteignit ses yeux bleus. Isabelle Laurent. La touche finale à sa vie parfaite, belle, élégante, issue d'une lignée de vieille fortune qui légitimait son pouvoir nouveau et brutal. Elle était la reine qui manquait à son royaume. Il se sentait l'homme le plus chanceux du monde. Un empire à ses pieds, un ami loyal à ses côtés et la femme qu'il aimait l'attendant à la maison. C'était plus que tout ce dont il avait jamais rêvé. C'est alors que le monde commença à s'effilocher. Pas avec une détonation, mais avec un coup sec et autoritaire frappé à la porte en verre dépoli du bureau. Trop fort pour être sa secrétaire. Avant que Julien ne puisse parler, la porte s'ouvrit. 2 hommes et une femme, tous vêtus de costumes sombres et génériques qui criaient « gouvernement ». Leurs visages étaient des masques de neutralité professionnelle, plus intimidants que n'importe quelle expression de colère. « Julien Dubois ?» demanda l'homme de tête. Sa voix était froide, dénuée de toute émotion. « Oui, puis-je vous aider ?» L'irritation commença à poindre sous son calme. Qui qu'il soit, leur audace était monumentale. L'homme exhiba un badge. Les lettres dorées brillèrent sous la lumière du bureau. FBI. Le sang de Julien se glaça. Une farce lui suggéra son esprit. Ça doit être une farce des gars de Morgan Stanley. Mais les yeux de l'agent ne contenaient aucune trace d'humour. Ils étaient durs et vides comme des pierres. « Monsieur Dubois, vous êtes en état d'arrestation. »
La phrase flotta dans l'air, absurde, surréaliste. Marc s'avança. « En état d'arrestation, pourquoi? Il doit y avoir une erreur. » L'agente se déplaça avec une efficacité silencieuse, contournant le bureau de Julien. Pour fraude électronique, complot et blanchiment d'argent. Chaque mot était un coup physique. Julien sentit l'air lui être coupé. Son esprit, normalement un super ordinateur, passa en sur-régime, un carrousel frénétique de contrats, de transactions et de poignées de main, cherchant un faux pas, une faille, un seul fil qui dépassait. Rien. Il était impeccable. Ses affaires étaient agressives, mais toujours dans les limites de la loi. « C'est ridicule, » dit Julien, sa voix un grondement sourd. « Retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos, » ordonna l'agent. Pendant une seconde, Julien envisagea de résister. Une rage pure et primale lui monta à la gorge. Mais il vit la main de l'homme se diriger vers l'arme à sa hanche et sut que c'était une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Lentement, il se retourna, sentant le regard de Marc brûler son dos. Le clic des menottes fut le son le plus fort qu'il ait jamais entendu. Le métal froid mordit ses poignets, une humiliation glaçante qui parcourut son corps. La sensation était étrangère, profane. L'homme qui commandait un empire était maintenant enchaîné comme un animal. Ils le firent assortir. La fameuse marche de la honte. Le couloir qui quelques minutes auparavant avait été le sanctuaire de son pouvoir était maintenant un défilé de visages choqués de ses employés. Il garda la tête haute, la mâchoire serrée, refusant de montrer la tempête de confusion et de fureur qui faisait rage en lui. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans le hall, l'enfer l'attendait. Une mer de flash explosa à son visage, une tempête de lumière blanche qui l'aveugla momentanément. Le son était une cacophonie de cris. Les journalistes se bousculaient, des microphones et des caméras pointés dans sa direction. « Julien, est-il vrai que vous avez détourné 50 millions ? Qu'est-ce que ça fait de trahir vos investisseurs ? Est-ce qu'Isabelle Laurent savait tout ? » Son nom le frappa comme un coup de poing. Il scruta la foule, cherchant désespérément un visage ami, la cherchant elle. Et puis, il la vit. Isabelle était de l'autre côté de la rue, près d'une voiture noire. Parfaite comme toujours, dans une robe bleu ciel qui rehaussait ses yeux. Son visage était tordu en un masque de choc et de douleur, des larmes brillant sur ses joues. À côté d'elle, avec une main protectrice sur son épaule, se tenait Marc. Pendant un instant, le cœur de Julien se remplit d'un soulagement immense. Ils étaient là. Mais ensuite, quelque chose se produisit. Ce fut un regard qui ne dura pas plus d'un battement de cœur. Mais dans cette fraction de seconde, Julien vit tout. Le regard que Marc lança à Isabelle, par-dessus la foule chaotique, n'était pas un regard de terreur partagée ou de confusion désespérée. C'était une entente, une confirmation silencieuse et glaçante, et la façon dont Isabelle inclina la tête, presque imperceptiblement, en réponse. Ce n'était pas le geste d'une fiancée au cœur brisé, c'était le geste d'une complice. Un gouffre s'ouvrit dans sa poitrine, froid et immense. L'air dans ses poumons se transforma en verre. Les flashs, les cris, tout s'évanouit, remplacé par un rugissement assourdissant dans ses oreilles. Les pièces du puzzle que son esprit avait refusé de voir s'emboîtèrent maintenant avec une clarté brutale et dévastatrice. Les documents que Marc lui avait demandé de signer à la hâte. L'intérêt soudain d'Isabelle pour des fonds d'investissement offshore qu'elle avait appelé planification successorale. La réunion qu'ils avaient eue sans lui la semaine dernière, prétextant qu'il s'agissait des préparatifs du mariage. Mensonge, tout n'était que mensonge. La douleur de la trahison était si physique, si viscérale qu'il trébucha. L'agent à ses côtés le maintint. Julien força ses yeux à rencontrer à nouveau ceux de Marc. Pendant une seconde, le masque de Marc vacilla, et Julien vit une lueur de triomphe froid avant qu'elle ne soit remplacée par une inquiétude feinte. Il n'avait pas seulement été volé, il avait été éviscéré, poignardé dans le dos par les deux seules personnes au monde à qui il avait donné les clés de son royaume et de son cœur. Ils le poussèrent à l'arrière d'une voiture banalisée noire. La portière claqua, étouffant le chaos du monde extérieur. Il appuya sa tête contre la vitre froide, les gratte-ciels de son empire défilant en flou. L'agent sur le siège avant se retourna. « Julien Dubois, vous avez le droit de garder le silence. » Mais Julien l'entendit à peine. Il était piégé dans un silence bien plus profond. Le silence d'un homme qui venait de réaliser que le château qu'il avait bâti n'avait pas été envahi par des ennemis. Il avait été livré de l'intérieur. Rikers Island n'était pas un lieu, c'était un état d'être,
un purgatoire de béton et de désespoir qui sentait le désinfectant bon marché, la sueur aigre et la peur métallique qui croupissait dans les coins sombres. Le luxe aseptisé de la tour du bois semblait appartenir à une autre vie, le souvenir d'un rêve fiévreux. Ici, le seul luxe était l'air que Julien pouvait aspirer dans ses poumons, et même celui-ci semblait vicié, lourd des histoires de milliers d'hommes brisés qu'il avait respirés avant lui. Il fut déshabillé, fouillé, et on lui donna une combinaison orange qui semblait rêche contre sa peau, une couleur si vulgaire qu'elle était une humiliation en soi. La cellule était un cercueil de béton, une plaque de métal en guise de lit, des toilettes en acier inoxydable sans siège, et un lavabo qui goûtait avec une régularité exaspérante. Chaque goutte était le tic-tac d'une horloge, mesurant le temps dans une nouvelle monnaie, non pas en secondes, mais en perte, perte de liberté, de dignité, d'identité. Pour la première fois depuis qu'il était un gamin se battant pour sortir du Queens, Julien ressentit la peur. Pas la peur calculée d'une négociation à haut risque, mais une peur viscérale et primale qui s'installa au creux de son estomac comme un bloc de glace. Les bruits de la prison étaient une symphonie de l'enfer, l'écho de cris lointains, les sanglots étouffés d'un homme dans une cellule voisine, le fracas métallique des portes qui se verrouillaient. C'étaient les bruits d'hommes en train d'être avalés vivants. Lorsqu'on lui accorda son unique appel téléphonique, ses doigts, habitués à glisser sur des écrans de verre, tremblèrent en composant le numéro de son père. On répondit à la deuxième sonnerie. « Julien, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est sur toutes les chaînes. » La voix de son père était un mélange de panique et d'accusation. « Papa, écoute !» commença Julien, la voix rauque étrangère à ses propres oreilles. « C'est un coup monté, Isabelle et Marc. Ils m'ont trahi. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, un silence lourd de doute. « Julien, les informations ont montré des documents, des signatures, tes signatures. Ils m'ont piégé, papa. Ils ont fait en sorte que ça ressemble à... »« Comment as-tu pu ?» le coupa la voix de son père, la déception plus tranchante que n'importe quelle lame. « Ta mère est inconsolable. Le nom Dubois, nous avons travaillé toute notre vie pour un nom honorable, et tu jettes tout ça à la poubelle par cupidité? Ce n'est pas de la cupidité. Je n'ai rien fait. » La frustration et la douleur éclatèrent en un cri. Il avait l'air désespéré, et il détestait ça. Détestait la faiblesse dans sa propre voix. « Ça ne m'appelle plus Julien, » dit son père, sa voix maintenant froide comme l'acier. « Tant que tu ne décideras pas de dire la vérité et d'assumer ce que tu as fait, tu n'es plus mon fils. » La ligne devint silencieuse. Julien resta debout, le combiné à la main, la tonalité faisant écho au vide immense qui s'était ouvert en lui. Il n'était pas seulement emprisonné, il était excommunié, effacé par ceux qui étaient censés être son refuge. La trahison d'Isabelle et de Marc avait été le coup, mais l'abandon de sa famille était le poison qui se propageait dans la blessure. Il était complètement, irrémédiablement seul. De l'autre côté du pont, à Brooklyn, dans un appartement petit mais bien rangé, Sarah Martin était entourée de piles de dossiers. La lumière bleutée de la télévision projetait des ombres dansantes sur son visage concentré. Elle mangeait des nouilles instantanées directement dans la casserole, une routine nocturne familière pour une avocate commise d'office qui vivait de caféine et d'une foi obstinée en la justice. L'affaire Julien Dubois dominait toutes les chaînes. C'était le genre de spectacle que les médias adoraient. La chute d'un titan, avec une fiancée au cœur brisé et un meilleur ami loyal essayant de maintenir l'entreprise à flot. Sarah regarda Isabelle Laurent donner une conférence de presse improvisée devant son immeuble de Park Avenue. Les larmes semblaient authentiques, sa voix se brisant avec juste ce qu'il fallait de tonalité tragique. Elle parla de confiance, d'amour, de la douleur d'être trompée par l'homme avec qui elle prévoyait de passer sa vie. Sarah fronça les sourcils. Quelque chose la dérangeait. C'était trop parfait. Les larmes d'Isabelle, la posture de Marc Fournier à ses côtés alors qu'il assumait le rôle de PDG par intérim avec une noble réticence. Tout cela semblait répété. En tant qu'avocate, Sarah avait développé un sixième sens pour les mensonges. Elle pouvait les sentir dans l'air, un changement subtil dans l'atmosphère, une note dissonante dans une mélodie bien jouée. Et cette performance était pleine de notes dissonantes. Je lui faisais confiance, sanglota Isabelle pour les caméras. Nous lui faisions tous confiance. Personne n'est aussi parfait dans son chagrin, marmonna Sarah à la télévision vide. Elle rembobina la séquence de l'arrestation de Julien
s'arrêtant sur l'image qui la hantait depuis qu'elle l'avait vue pour la première fois. Le gros plan sur son visage au moment où il vit Isabelle et Marc de l'autre côté de la rue. Sarah se pencha, étudiant ses yeux. Le monde voyait un criminel démasqué. Sarah voyait autre chose. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas la peur d'être pris. C'était le choc. Un choc si profond, si absolu, qu'il ressemblait à une fracture de l'âme. C'était l'expression d'un homme regardant son univers imploser en temps réel. C'est anormal, pensa-t-elle. Les nouilles oubliées refroidissant dans la casserole. Tellement anormal. Sa carrière était bâtie sur la défense des sans-défense, des oubliés du système. Julien Dubois était loin d'être sans défense. C'était un milliardaire avec les ressources pour engager les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter. Mais à ce moment-là, en regardant l'image figée sur l'écran, elle ne voyait pas un milliardaire. Elle voyait un homme acculé, trahi et condamné avant même d'avoir eu la chance de parler. Et le système, avec sa fin de récit simple du bien contre le mal, l'avait déjà dévoré. Une compulsion s'empara d'elle, une force venue d'un endroit profond de sa conscience, le même endroit qui lui avait fait choisir le bureau de l'aide judiciaire plutôt qu'un cabinet lucratif de Manhattan. C'était son or moral, sa boussole, et elle pointait directement vers Rikers Island. « Tu as perdu la tête, Martin », se dit-elle en se levant. Elle savait que c'était insensé. Elle n'était personne dans l'univers juridique de New York. Il était l'affaire du siècle. S'impliquer, c'était comme une barque essayant d'affronter un ouragan, mais l'image de ses yeux, elle ne pouvait pas s'en défaire. L'injustice avait un visage, et c'était celui de Julien Dubois. Ignorant la voix de la raison qui hurlait dans sa tête, Sarah se rendit dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir de sa commode et en sortit le portefeuille en cuir usé. À l'intérieur se trouvait sa carte du barreau de l'État de New York. Ce n'était pas une carte de platine d'un cabinet d'avocats puissant, mais c'était son épée et son bouclier. Elle se regarda dans le miroir. Une femme de 30 ans avec des cernes qui témoignaient de longues heures de travail et une obstination dans les yeux qui lui avait déjà valu des ennuis, et qui allait lui en attirer d'autres. Elle n'avait pas de plan, pas de stratégie. Elle avait juste une conviction tenace et le sentiment que si elle ne faisait rien, si elle restait assise à regarder ce lynchage public, elle ne pourrait plus se regarder dans le miroir. Elle attrapa les clés de sa voiture, une vieille Honda Civic qui avait connu des jours meilleurs, et descendit les escaliers. La nuit new-yorkaise l'enveloppa, froide et indifférente. Elle conduisit vers le pont, laissant derrière elle les lumières familières de Brooklyn, en direction de l'île que tout le monde craignait. Elle ne savait pas ce qu'elle lui dirait, ne savait pas s'il la recevrait même, mais elle devait y aller. Elle devait regarder cet homme dans les yeux, non pas à travers un écran, mais en personne, et confirmer ce que son instinct lui disait, que le roi déchu de Manhattan n'était pas un monstre. Il était une victime. Le parloir de Rikers Island était conçu pour broyer l'âme. Une boîte de béton grise, éclairée par un néon qui bourdonnait sans pitié, jetant une pâleur maladive sur tout. L'air était lourd, vicié, et une table en métal froid était boulonnée au sol entre deux chaises en plastique rigide. C'était un non-lieu, dépouillé de toute chaleur ou humanité. Sarah s'assit, ses mains reposant sur le dossier vide posé sur ses genoux. Le geste masquait le tremblement qu'elle ressentait. Qu'est-ce qu'elle faisait là, bon sang? La porte métallique de l'autre côté de la pièce s'ouvrit avec un grincement qui résonna comme un cri. Julien Dubois entra, escorté par un garde. La réalité de sa présence était plus percutante que n'importe quelle image télévisée. La combinaison orange, criarde et humiliante, ne pouvait cacher l'aura de pouvoir qu'il dégageait encore, même ici, enchaîné. C'était comme voir un lion en cage. Il était plus grand, plus imposant que ne le montraient les caméras. Et ses yeux étaient comme des éclats de glace bleue, remplis d'une fureur froide et d'une méfiance absolue. Il s'arrêta net en la voyant. L'attente de trouver une avocate d'un cabinet prestigieux fut remplacée par la vue d'une femme inconnue dont l'apparence ne criait pas Wall Street. Il la balaya du regard, de haut en bas, un examen rapide et brutal qui lui donna l'impression d'être disséqué. « Qui êtes-vous » Sa voix était profonde, un grondement contrôlé qui vibrait d'une tension à peine contenue. Il la regardait non pas comme une personne, mais comme une nouvelle menace, une autre pièce dans le jeu qui le détruisait. Sarah se força à soutenir son regard, à ne pas détourner les yeux. « Sarah Martin, je suis avocate. » Il ne bougea pas. « Je n'ai pas demandé d'avocate. Je sais. »
Un rictus tordit ses lèvres, un geste laid et sans humour. Alors qu'est-ce que c'est? Une avocate commise d'office qui essaie de se faire un nom, venue voir l'animal au zoo? Les mots étaient comme des barbelés, conçus pour blesser, pour la repousser. Sarah sentit son visage rougir, mais elle garda une voix stable. « Je suis venu parce que je pense que vous êtes innocent. » Il éclata de rire. Le son était dur, amer et résonna dans la petite pièce. « Bien sûr que vous le pensez. Tout le monde ici est innocent. Vous ne saviez pas? C'est la première chose qu'on vous apprend quand on vous donne l'uniforme. » Il se dirigea vers la chaise mais ne s'assit pas. Il resta debout, la dominant, utilisant sa taille et sa présence pour intimider. « Vous êtes jeune, probablement fraîchement sorti de la fac de droit. Vous voulez utiliser mon cas pour faire la une du New York Post. C'est ça le plan? Vous ne savez rien de moi, contra-t-elle, le calme de sa voix le surprenant. Et vous ne savez rien de moi, rétorqua-t-il en se penchant sur la table, le métal froid servant de barrière entre leurs mondes. Ses yeux étaient fixés sur les siens, cherchant le moindre signe de mensonge, d'opportunisme. Mais vous êtes là quand même, pourquoi? Par bonté d'âme. Laissez-moi vous dire quelque chose, Sarah Martin. Personne ne fait rien gratuitement dans cette ville. Tout le monde veut quelque chose. Il prononça son nom comme une accusation, une insulte. Sarah sentit son cœur marteler ses côtes, un mélange de peur et d'adrénaline. Pouvait-il voir à travers elle? Voir le doute, la folie de sa propre mission? Elle se força à soutenir son regard. « Je veux la vérité. » La réponse le prit au dépourvu. Il cligna des yeux, une hésitation presque imperceptible. « La vérité ?» répéta-t-il, le rictus revenant. « La vérité, c'est que ma fiancée et mon meilleur ami m'ont détruit. La vérité, c'est que mon propre père m'a renié. La vérité, c'est que des vautours comme vous tournent déjà en rond avant même que le corps ne soit froid. » Il s'assit enfin, mais sa posture était celle d'un prédateur acculé, le dos droit, les muscles tendus. « Et vous, une parfaite inconnue, vous débarquez ici en disant que vous me croyez. Pourquoi devrais-je faire confiance à un seul mot qui sort de votre bouche ?» La question flotta dans l'air, juste et mortelle. Sarah prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « Parce que je n'ai rien à gagner en vous mentant, » dit-elle, sa voix basse et claire. « Si, vous avez tout à y gagner. La gloire, l'argent, une carrière. Mon affaire est la plus importante depuis une décennie. Et si vous êtes vraiment coupable, le défia-t-elle en se penchant en avant, réduisant la distance entre eux. Et si je suis là, pariant ma réputation sur un criminel? Est-ce que ça ne détruirait pas ma carrière avant même qu'elle ne commence? Julien se tut. Il l'étudia, l'intensité de son regard s'approfondissant. Sa logique était saine, agaçamment saine. Il voulait la rejeter, la renvoyer et retourner à sa misère solitaire. Mais il y avait une sincérité en elle qui le désarmait. « Vous croyez vraiment que je suis innocent ?» demanda-t-il, sa voix un peu plus basse, l'hostilité laissant place à une curiosité réticente. « Oui. »« Pourquoi ?» Sarah hésita. Comment expliquer un pressentiment, une intuition, à un homme dont la logique et la confiance venaient d'être brisées? « Parce que j'ai vu votre arrestation, » commença-t-elle, en choisissant ses mots avec soin. « J'ai vu l'expression sur votre visage quand vous avez vu Isabelle Laurent et Marc Fournier. Ce n'était pas de la culpabilité, Julien. Ce n'était pas le visage d'un homme démasqué, c'était du choc, c'était de la douleur. C'était le visage de quelqu'un qui venait de se faire arracher l'âme. Quelque chose changea dans ses yeux. Le mur de glace se fissura juste un peu. La surprise remplaça l'hostilité. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un ait vu, que quelqu'un ait compris ce moment d'anéantissement pur. « Vous me dites que vous pouvez voir tout ça dans une seule expression? Je suis avocate depuis 5 ans, dit-elle en se penchant encore plus près, sa voix presque un murmure. J'ai appris à lire les gens, pas les dossiers. Et votre visage, à ce moment-là, n'était pas le visage de quelqu'un qui est découvert. C'était le visage de quelqu'un qui est détruit. » Le silence qui suivit était différent. Il n'était plus hostile. Il était épais, chargé d'une électricité invisible. Julien l'étudia, non plus comme une ennemie, mais comme une énigme impossible. Il essayait de déchiffrer son code, de trouver le piège, l'astuce. Mais tout ce qu'il trouva fut une conviction inébranlable dans ses yeux bruns. « Vous pourriez avoir raison, » dit-il finalement, la voix rauque, « ou vous pourriez être dangereusement naïve. Ou vous pourriez avoir peur de faire confiance à quelqu'un à nouveau. » Les mots glissèrent de la bouche de Sarah avant qu'elle ne puisse les retenir. Il se raidit instantanément, le mur de glace se reconstruisant. « Vous ne savez rien de ma peur. Je sais que vous êtes seul. Je sais que vous avez été trahi.
Et je sais que la dernière chose que vous voulez au monde, c'est de donner à quelqu'un d'autre la chance de vous poignarder à nouveau. » Sa voix était douce, mais chaque mot était une vérité acérée. « Vous n'avez pas peur que je sois une menteuse, Julien. Vous avez peur que je dise la vérité. » Il se crispa, ses mains se refermant en poing sur la table. Pendant un instant, Sarah pensa qu'il allait exploser, qu'il la mettrait dehors. Au lieu de cela, la colère dans ses yeux laissa place à quelque chose de bien plus brut et vulnérable. La douleur. « Et si c'est le cas ?» demanda-t-il, la voix brisée, presque inaudible. « Et si je vous fais confiance et que vous me brisez vous aussi ?» Le cœur de Sarah se serra. Le voilà. L'homme sous le roi, le garçon blessé sous le titan. Sans réfléchir, elle tendit la main sur la table, un geste instinctif de réconfort. Elle ne le toucha pas, laissa juste sa main reposer là, une offrande silencieuse dans l'espace vide entre eux. Julien regarda sa main puis son visage. Sa propre main tressaillit sur la table. Il la déplaça, d'1 centimètre, peut-être moins, mais c'était suffisant. L'air entre eux crépita, la tension se transformant en quelque chose qui brûlait. Le moment s'étira, fin et tendu. Le monde se réduisit à cette pièce, cette table, cet espace de 10 centimètres entre leurs mains. Puis il recula brusquement, retirant sa main comme s'il s'était brûlé. « J'ai besoin de réfléchir. » « Bien sûr. » Sarah retira sa main, essayant d'ignorer la pointe de déception. Elle se leva, rassemblant son dossier. La bataille avait été menée. Maintenant, elle devait le laisser décider de l'issue. « Mais si vous décidez que vous voulez mon aide ?» Elle se dirigea vers la porte et frappa pour le garde. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. Son regard croisa le sien. Il était toujours assis, fixant l'endroit où sa main avait été. « Pour information, Julien, » dit-elle, sa voix remplie d'une certitude qu'elle ne se connaissait pas, « je ne me trompe généralement pas sur les gens. » Elle partit sans se retourner. Si elle l'avait fait, elle aurait vu Julien Dubois toucher légèrement la surface froide de la table, là où sa main avait été. Et pour la première fois depuis des jours, dans son regard, il n'y avait pas seulement de la fureur et du désespoir. Il y avait une minuscule fissure presque invisible dans le mur qu'il avait construit contre le monde. Une fissure qui portait son nom. Elle revint le lendemain, et le jour d'après, et le jour d'après. Toujours à la même heure, toujours assise sur la même chaise en plastique, toujours avec la même détermination tranquille dans les yeux. Elle n'apportait pas de promesses vides ou de discours de motivation. Elle apportait du travail, des piles de documents financiers, des transcriptions de dépositions préliminaires, des articles sur des précédents juridiques. Elle transforma cette boîte de béton grise en salle de guerre. Julien observa au début avec une suspicion silencieuse. Chaque mot qu'il prononçait était un risque calculé, mais Sarah ne le bousculait pas. Elle posait des questions intelligentes, incisives, qui montraient qu'elle ne se contentait pas de lire les rapports, mais qu'elle comprenait la machinerie complexe de son empire. Elle parlait son langage, le langage des chiffres, des contrats, des failles. Lentement, comme la glace fondant sous un soleil persistant, ses défenses commencèrent à fondre. Il se mit à parler. Au début, c'étaient des fragments, des détails techniques sur les transactions que Marc lui avait présentées. Avec le temps, les phrases devinrent des paragraphes, les explications devinrent des histoires. Il parla de ses rêves pour l'entreprise, de la confiance aveugle qu'il avait accordée à Marc, des promesses qu'Isabelle avait murmurées dans le noir. Il lui tendait les armes qui pouvaient soit le détruire, soit le sauver, et une partie de lui hurlait qu'il était un imbécile de recommencer. Mais une autre partie, une partie qu'il croyait morte, lui chuchotait qu'elle était différente. Elle n'était pas comme les femmes qu'il connaissait, avec leurs sourires calculés et leurs ongles parfaitement manucurés. Il y avait une quiétude en elle, une force qui n'avait besoin d'aucune fanfare. Elle écoutait avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Et quand elle le regardait, elle ne voyait pas un milliardaire déchu ou une affaire pour sa carrière. Elle le voyait lui, Julien. Lors de la 4e visite, ils étaient penchés sur un relevé bancaire complexe, un labyrinthe de chiffres menant à une société écran aux îles Caïmans. Leurs têtes étaient proches, l'espace personnel s'évaporant dans l'urgence de la découverte. Julien pouvait sentir la chaleur qui émanait d'elle, pouvait sentir l'odeur subtile de son shampoing, quelque chose de propre et de frais, comme la pluie et le citron. C'était une odeur dangereusement réelle dans un monde devenu un cauchemar synthétique. « Ici », dit-elle, son index traçant une ligne sur le papier.
Le transfert a été autorisé avec votre signature numérique, mais l'ordre de virement a été modifié manuellement 2 heures plus tard. Regardez l'horodatage. Vous étiez déjà en route pour votre réunion à Midtown. » Il se pencha plus près, son épaule effleurant la sienne. Le contact fut bref, accidentel, mais il envoya une onde de choc à travers son corps. Il se raidit, le souffle coupé. Cela faisait des jours que personne ne l'avait touché, à l'exception des mains rudes des gardes. Cela prouve que quelqu'un avec un accès interne au système a fait le changement, continua-t-elle, apparemment inconsciente de l'effet que ce simple contact avait sur lui. Quelqu'un comme Mark. Alors qu'elle parlait en gesticulant avec sa main, le bout de ses doigts effleura le dos de sa main, qui reposait sur la table. Du feu. C'était le seul mot que son esprit pouvait former. Ce n'était pas un contact, c'était une marque au fer rouge. La chaleur se propagea dans son bras comme du whisky chaud, instantanée et enivrante. Cela brisa quelque chose en lui. La glace qui s'était formée autour de son cœur, une croûte protectrice de cynisme et de douleur se fractura. Il connaissait le contact calculé d'Isabelle, toujours parfait, toujours dans un but précis. Il connaissait les tapes dans le dos de ses partenaires commerciaux, gestes vides de camaraderie. Ça, c'était différent. C'était un contact humain, dénué d'artifice. C'était réel. Il leva les yeux du papier, non pas pour regarder les chiffres, mais pour la regarder elle. Sarah l'avait senti aussi. Il le vit au moment où ses yeux rencontrèrent les siens. La couleur de ses joues s'intensifia, une douce rougeur qui trahissait le calme qu'elle essayait de projeter. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Le bourdonnement du néon sembla s'estomper. Le monde se réduisit à l'espace de 60 centimètres entre eux. Le parloir n'était plus une prison, c'était un univers entier, chargé d'une tension à la fois terrifiante et addictive. Il se surprit à se pencher en avant, une attraction lente et magnétique sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Elle ne recula pas, elle ne scia pas, elle le regardait simplement, retenant son souffle. Il pouvait voir les minuscules paillettes dorées dans ses iris bruns. Il pouvait voir le pouls léger dans son cou. Il pouvait sentir son souffle sur son visage, chaud et irrégulier. « C'est de la folie !» hurla la partie rationnelle de son cerveau. « C'est ton avocate. Tu es dans une foutue prison. Ne fais pas ça. » Mais la partie de lui qui mourait d'envie d'un contact, d'une connexion, de quelque chose de réel, noya la voix de la raison. Il le devait. Il devait savoir si ses lèvres étaient aussi douces qu'elles en avaient l'air, devait sentir autre chose que la douleur froide de la trahison. Leurs lèvres étaient à quelques centimètres, un mouvement, un seul, et la ligne serait franchie pour toujours. Il pouvait la goûter dans l'air, une promesse de quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Fin de la visite, la voix du garde explosa dans leur bulle de silence, dure et intrusive, comme le bruit du verre qui se brise. Le moment vola en éclats. Ils s'écartèrent brusquement, comme deux aimants qui se repoussent. Sarah cligna des yeux, désorientée, la rougeur sur son visage maintenant un feu visible. Elle commença à rassembler ses papiers avec des mains qui tremblaient légèrement. Julien serra la mâchoire, une vague de colère et de frustration le submergeant. Colère contre le garde, contre le monde, contre lui-même. « Madame l'avocate, on y va », dit le garde avec impatience en ouvrant la porte. Sarah se leva, n'osant pas le regarder. « À demain », dit-elle. La voix un murmure rauque. Julien hocha simplement la tête, incapable de formuler un mot. Elle partit, et la porte métallique claqua avec une finalité brutale, le laissant seul avec l'écho de ce qui avait failli se produire. Il resta assis, fixant la chaise vide en face de lui. L'air semblait encore porter son parfum. Lentement, il leva la main et toucha le dos de celle-ci, là où ses doigts l'avaient effleuré. La peau picotait encore. Et pour la première fois depuis très très longtemps, Julien Dubois ressentit autre chose que de la colère ou du désespoir. Il ressentit de l'espoir. Et cela le terrifiait plus que n'importe quelle peine de prison. Sarah n'arrivait pas à se sortir ce moment de la tête. L'air épais, son souffle sur son visage, la promesse silencieuse dans ses yeux. Elle passa la nuit éveillée, revivant ces secondes suspendues dans le temps, sentant le fantôme de ses lèvres presque sur les siennes. C'était de la folie, une folie complète, dangereuse et totalement contraire à l'éthique. S'impliquer émotionnellement avec un client était la première règle qu'on apprenait en faculté de droit. Et elle ne faisait pas que s'impliquer émotionnellement. Elle se noyait. Mais le quasi-baiser avait fait plus qu'allumer un désir interdit.
Il avait solidifié sa conviction. La vulnérabilité brute qu'elle avait vue dans les yeux de Julien à cet instant n'était pas quelque chose qu'un homme coupable pouvait feindre. C'était l'âme nue d'une personne brisée, cherchant désespérément la seule lumière dans ces ténèbres. Et cette lumière, c'était elle. La responsabilité pesait sur ses épaules, mais elle la propulsait aussi. Elle savait que les preuves circonstancielles qu'ils avaient retrouvées, comme l'horodatage modifié, ne suffiraient pas. L'accusation les rejetterait comme un bug système ou les tordrait pour s'adapter à leur récit. L'avocat d'Isabelle et de Marc, Arthur Laurent, un requin d'entreprise de 70 ans et l'oncle d'Isabelle, était une légende pour transformer la fumée en miroir. Sarah avait besoin d'une arme, d'une preuve irréfutable, du pistolet fumant, et elle savait où la trouver. Au cœur du territoire ennemi, l'ordinateur de Marc Fournier. L'idée était imprudente, illégale, et pouvait détruire sa carrière à jamais. Mais l'image du visage de Julien, la douleur et l'espoir naissant dans ses yeux, noya tous ses doutes. Il lui avait confié les débris de sa vie. Elle ne pouvait pas le laisser tomber. Grâce à un détective privé bon marché qui lui devait une faveur, Sarah obtint la routine de Marc. Chaque jeudi soir, lui et Isabelle dînaient chez Perceux, un rituel de célébration tranquille pour leur victoire. C'était sa fenêtre d'opportunité. Le jeudi suivant, à 20h, Sarah se tenait de l'autre côté de la rue de la Tour du Bois. Le bâtiment était un monstre de verre et d'acier qui semblait déchirer le ciel nocturne, un témoignage du pouvoir de Julien maintenant aux mains de ses traîtres. Son cœur martelait ses côtes, un tambour frénétique dans ses oreilles. Dans son sac se trouvait un petit kit de crochetage que le détective lui avait donné, ainsi qu'un ordinateur portable et une clé USB. Elle n'avait jamais rien fait de tel de sa vie. L'avocate qui jouait toujours selon les règles était sur le point de les briser en 1000 morceaux. Prenant une profonde inspiration, elle traversa la rue, entra dans le hall avec la confiance feinte de quelqu'un qui y avait sa place et prit l'ascenseur de service comme indiqué. Le 80e étage était silencieux et sombre, seules les lumières de secours projetant de longues ombres fantomatiques dans le couloir. La porte du bureau de Marc était verrouillée, comme prévu. Les mains de Sarah tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir les outils. Une sueur froide coulait dans son dos. Chaque clic de la serrure ressemblait à un coup de feu dans le silence. Après ce qui sembla une éternité, il y eut un léger déclic, et la porte s'ouvrit. Elle se glissa à l'intérieur, la refermant derrière elle. Le bureau était luxueux, mais d'une manière impersonnelle, contrairement à celui de Julien, qui était rempli de livres et d'œuvres d'art personnelles. C'était le bureau d'un usurpateur. Utilisant uniquement la lampe de poche de son téléphone, elle se dirigea vers le bureau. L'ordinateur était protégé par un mot de passe, bien sûr, mais Sarah connaissait l'arrogance des hommes comme Marc. Ils sous-estimèrent les autres. Elle essaya l'évidence. Isabelle 1. Dubois Corp. Liberté. Rien. Puis elle se souvint de quelque chose que Julien avait mentionné. Une vieille blague entre eux sur le yacht que Marc rêvait d'acheter un jour, nommé The Serenity. Elle tapa. Serenity 2024. L'écran d'accueil s'alluma. Bingo. Le cœur dans la gorge, elle brancha la clé USB et commença une recherche frénétique. Email, dossier caché, sauvegarde. Elle devait être rapide. Et puis, elle le trouva. Un dossier nommé « Projet Héritage ». Le nom était si cynique qu'il lui donna la nausée. À l'intérieur, il y avait tout. Des emails entre Marc et Isabelle, datés de 6 mois auparavant, détaillant chaque étape du plan. Ils n'appelaient pas ça un vol. Ils appelaient ça une transition d'actifs. Il y avait des feuilles de calcul méticuleuses, cartographiant le détournement de fonds à travers un réseau de comptes offshore. Et pire que tout, il y avait un fichier audio. Branchant ses écouteurs, Sarah cliqua sur lecture. La voix de Marc emplit ses oreilles, nette et froide. Il signera tout le jour de son anniversaire, en pensant que c'est un bonus d'investissement. L'ironie est délicieuse. Le rire d'Isabelle suivit, un son cristallin et cruel. Pauvre Julien, si brillant avec les chiffres, si aveugle quand il s'agit des gens. Il croit vraiment que je l'aime. L'amour c'est pour les faibles, ma chérie, répondit Marc. Nous avons quelque chose de mieux, le pouvoir. Un frisson parcourut l'échine de Sarah. C'était la personnification du mal froid et calculateur. Elle fit glisser tout le dossier sur la clé USB. La barre de progression avançait avec une lenteur torturante. Chaque seconde était une agonie. 40%, 60%, 80%. Allez, allez, allez.
99%. Terminé. Elle éjecta la clé USB avec un clic, le cœur chantant de triomphe. Elle avait tout. C'est alors qu'elle l'entendit. Le doux carillon de l'ascenseur arrivant à l'étage. La panique, glaciale et absolue, la paralysa. Il n'était pas censé être de retour si tôt. Le détective avait dit qu'il serait sorti jusqu'à au moins 23 heures. Quelque chose avait mal tourné. Dans un mouvement frénétique, elle éteignit l'ordinateur, éteignit sa lampe de poche et se laissa tomber au sol, se faufilant dans l'espace étroit sous le bureau de Marc. Elle se recroquevilla dans l'obscurité, retenant son souffle, la clé USB serrée dans sa main comme une sainte relique. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre depuis le couloir. Elle entendit le bruit d'une clé dans la serrure, suivi de leur voix, étouffée mais claire. « Je t'avais dit que j'avais oublié ma montre ici », arriva la voix de Marc. « Toi et tes affaires, Marc. N'aurions-nous pas pu demander à la sécurité de la récupérer demain ?» La voix d'Isabelle semblait agacée. Ils entrèrent dans le bureau. Sarah ferma les yeux très fort, priant pour que l'obscurité l'avale. Elle pouvait voir les chaussures de ville chères de Marc et les talons aiguilles d'Isabelle se déplacer à quelques mètres de l'endroit où elle était cachée. « Tu vois ? Juste ici sur le bureau, » dit Marc. Sarah entendit le léger clic d'une montre qu'on ramasse. « Génial! On peut y aller maintenant? Cet endroit me fiche la trouille depuis que Julien a été écarté. Habitue-toi, mon amour. » La voix de Marc était un ronronnement satisfait. « Bientôt tout ceci sera à nous, officiellement. » Il y eut une pause. Sarah osa jeter un œil. À travers l'espace sous le bureau, elle vit Isabelle se pencher et embrasser Marc, un baiser long et affamé qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. La scène était si vile que Sarah sentit la bile lui monter à la gorge. « Allons fêter ça à la maison », murmura Isabelle. Les chaussures se tournèrent et se dirigèrent vers la porte. Sarah resta figée, chaque muscle tendu, jusqu'à ce qu'elle entende la porte se fermer, et enfin le son lointain de l'ascenseur qui descendait. Elle attendit 5 bonnes minutes, qui semblèrent 5 ans, avant de sortir de sa cachette en rampant. Ses jambes étaient chancelantes, son corps trempé d'une sueur froide. Mais alors qu'elle se relevait, dans l'obscurité du bureau de l'ennemi, un lent sourire se dessina sur ses lèvres. La guerre avait commencé, et elle venait de voler leur bombe atomique. L'expression sur le visage de Julien lorsqu'il vit la preuve fut quelque chose que Sarah chérirait pour toujours. D'abord vint l'incrédulité. Il prit les emails imprimés, ses doigts traçant les mots comme s'il ne pouvait pas croire ce que ses yeux voyaient. Puis, une vague de fureur pure et purificatrice déferla sur ses traits, brûlant l'apathie que la prison lui avait infligée. Ses yeux bleus, autrefois assombris par le désespoir, brillaient maintenant du feu de la vengeance. Et enfin, il rit. Ce n'était pas un son joyeux. C'était le son de chaînes qui se brisent, un rugissement qui était mi-sanglot, mi-triomphe, résonnant dans la petite salle de béton. « Tu l'as fait » murmura-t-il, la regardant avec une admiration qui lui coupa le souffle. « Sarah, tu l'as vraiment fait. » Mais le triomphe dans ses yeux fut de courte durée. La réalité de la situation le frappa comme une vague d'eau glacée. La joie sur son visage fut remplacée par un masque d'alarme. « Comment ?» demanda-t-il, sa voix baissant à un ton urgent et inquiet. « Comment as-tu obtenu ça ?» Quand Sarah lui raconta, omettant les détails les plus terrifiants, la couleur quitta son visage. Il laissa tomber les papiers comme s'il le brûlait et attrapa sa main sur la table. Son contact n'était pas passionné comme avant. Il était désespéré. « Tu es entré par effraction dans leur bureau ?» dit-il, la voix tendue. « Sarah, es-tu folle? Et s'ils t'avaient attrapé ?»« Mais ils ne l'ont pas fait, » répondit-elle, essayant de projeter un calme qu'elle ne ressentait pas. « Ça n'a pas d'importance, » insista-t-il, serrant fermement sa main. « Il s'agit de toi, pas de l'affaire. Je peux survivre 20 ans ici. Ce que je ne peux pas survivre, c'est de savoir que tu as perdu ta licence, ta liberté, à cause de moi. » Son intensité l'a pris au dépourvu. Il ne pensait pas à sa propre liberté. Il pensait à elle, à sa sécurité. Le cœur de Sarah se contracta avec une émotion si féroce que c'en était presque douloureux. « Julien, la preuve de ton innocence ne vaudrait rien s'il t'arrivait quelque chose. » la coupa-t-il, les yeux fixés sur les siens. Il y avait là une vérité brute, une vulnérabilité qu'il n'essayait plus de cacher. « Personne n'a jamais rien risqué pour moi, Sarah. Encore moins tout. » L'avertissement arriva 2 jours plus tard. Ce n'était pas un appel anonyme ou une note de menace. C'était plus froid, plus professionnel,
et donc infiniment plus terrifiant. Une lettre officielle, sur du papier de lin coûteux, du cabinet d'avocats Laurent & Associés. Une convocation pour une réunion. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Leurs bureaux occupaient les 3 derniers étages d'un gratte-ciel sur Park Avenue. Le hall était un temple de marbre et de silence qui semblait aussi froid qu'un mausolée. Les secrétaires, avec leurs sourires polis et leurs yeux vides, étaient les gardiennes d'un empire bâti sur les secrets et le pouvoir. Sarah se sentit petite et déplacée dans son simple tailleur. Elle fut conduite à une salle de conférence au dernier étage. Les murs étaient en verre, offrant une vue panoramique de Manhattan à la fois époustouflante et oppressante. La ville semblait leur appartenir. Isabelle Laurent était assise à une extrémité de la longue table en acajou, élégante comme une panthère dans une robe noire. À côté d'elle, son oncle, Arthur Laurent, un homme aux cheveux argentés et aux yeux qui semblaient avoir vu et pardonné tous les péchés du monde, tant qu'ils étaient commis par les riches. « Maître Martin, merci d'être venu, » dit Arthur, sa voix douce comme du velours mais avec un fil d'acier en dessous. Il désigna une chaise de l'autre côté de la table, l'isolant. « Je n'ai rien à discuter avec votre cliente, » dit Sarah en restant debout. Isabelle sourit, un sourire glaçant qui n'atteignit pas ses yeux. « Oh, je pense que si. Asseyez-vous, Sarah. Nous pouvons gérer cela comme des gens civilisés. » La condescendance dans son ton fit bouillir le sang de Sarah, mais elle se força à s'asseoir, gardant la colonne vertébrale droite. Arthur ouvrit un dossier en cuir sur la table. Il n'en sortit pas des emails ou des documents financiers. Il sortit une série de photographies sur papier glacé et les fit glisser sur la table polie. Le cœur de Sarah s'arrêta. C'étaient des photos d'elle, entrant dans la tour du bois jeudi soir, dans l'ascenseur de service, et la pire, une image granuleuse mais indubitable d'elle quittant le bureau de Marc, la clé USB visible dans sa main. Les caméras de sécurité de nos jours sont remarquables, ne trouvez-vous pas? Dit calmement Arthur. Nous avons aussi les journaux informatiques, accès non autorisé à l'ordinateur du directeur des opérations à 20h37, pile au moment où vous y étiez. Effraction, accès illégal à des systèmes informatiques, vol de données. Le procureur adorerait cette affaire. Vous prendriez au minimum 5 ans. Le sol sembla bouger sous les pieds de Sarah. Un nœud de panique dans sa gorge l'empêchait de respirer. Il la tenait. « Que voulez-vous » réussit-elle à dire, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « C'est simple, » dit Isabelle en se penchant en avant, savourant chaque mot comme un vin cher. « Vous allez abandonner le cas de Julien Dubois. Vous nous remettrez chaque copie des fichiers que vous avez volés et vous signerez une déclaration disant que vous avez été engagé par un concurrent pour fabriquer des preuves contre nous. »« Jamais !» Le mot s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse réfléchir. Arthur soupira comme un père déçu par une enfant têtue. « Maître Martin, ne soyez pas naïve. Vous avez 2 choix. Le premier, c'est la prison, le déshonneur et la fin de votre carrière. Le second, il fit glisser une enveloppe sur la table, est un chèque d'1 demi-million de dollars et un billet d'avion aller simple pour n'importe où dans le monde. Vous disparaissez, nous disparaissons de votre vie. Julien pourrit en prison où est-ce sa place, et vous vivez confortablement pour le reste de vos jours. » C'était un pot de vin enveloppé dans une condamnation à mort pour l'homme qu'elle commençait à aimer. « Je n'abandonne pas Julien, » dit-elle, sa voix maintenant ferme, alimentée par un défi désespéré. Isabelle se mit à rire, un son dédaigneux. « Oh, l'amour, si prévisible, si bon marché. Pensez-vous vraiment qu'il vaille la peine d'aller en prison? Pensez à votre réputation, pensez à votre famille. » La mention de sa famille glaça le sang de Sarah. « Mes parents n'ont rien à voir avec ça. » « Vraiment ?» Les yeux d'Isabelle brillèrent de malice. Arthur ouvrit un autre dossier. Cette fois, il en sortit une seule photographie. Sarah sentit le monde entier s'arrêter de tourner. C'étaient ses parents, souriants, devant leur petite maison jaune dans le New Jersey. Son père, le bras autour des épaules de sa mère, debout près de sa vieille Ford Falcon. La photo avait été prise de loin, avec un téléobjectif. Il n'avait aucune idée qu'ils étaient observés. « Votre père part toujours pour son atelier de menuiserie à 7 heures du matin, chaque jour, » dit Isabelle, sa voix douce comme du poison. « Et votre mère va au marché les mardis et jeudis. Une routine si prévisible. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose. Un accident à l'atelier. Un cambriolage qui tourne mal. Des choses arrivent tout le temps. » Une nausée acide et chaude monta dans la gorge de Sarah.
Ce n'était plus un jeu de pouvoir d'entreprise. C'était le mal dans sa forme la plus pure. Elle regarda Isabelle, la femme parfaite de la haute société, et vit un monstre. « Si vous les touchez, » commença Sarah, sa voix tremblant d'une rage si intense qu'elle l'effraya. « Le choix t'appartient, ma chère, » l'interrompit Isabelle en se levant. « Tu as 48 heures. Abandonne l'affaire, ou les conséquences ne seront pas seulement pour toi. Et, oh, Sarah !» Elle fit une pause à la porte, se retournant pour le coup de grâce. « Ne dis rien de tout ça à Julien. Si nous découvrons que tu as ouvert la bouche, nous considérerons cela comme une rupture de notre arrangement. Et la date limite pour ta famille expirera immédiatement. » Elle partit, laissant Sarah seule dans la salle de verre, entourée par la ville qui semblait se moquer d'elle. Il l'avait acculée. Il lui avait mis un pistolet sur la tempe et un autre sur la tempe de ses parents. Elle baissa les yeux sur la photo de ses parents souriant, ignorant le danger que leur fille avait amené à leur porte. La victoire qu'elle tenait sur sa clé USB avait maintenant le goût des cendres. Pour sauver Julien, elle devrait se sacrifier. Mais pour sauver sa famille, elle devrait sacrifier l'homme qu'elle aimait. Et elle avait 48 heures pour choisir dans quel enfer elle vivrait pour le reste de sa vie. Les 48 heures furent une torture au ralenti. Sarah ne dormit pas, mangea à peine. L'ultimatum d'Isabelle résonnait dans son esprit, un cercle vicieux de peur et de fureur. Chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur bondissait dans sa gorge, s'attendant à ce que ce soit la voix de sa mère, calme et inconsciente, ou la voix froide d'Arthur Laurent, exigeant sa décision. Elle imagina tous les scénarios. Fuir, disparaître, comme il le suggérait. Livrer Julien à son sort et vivre avec le fantôme de sa lâcheté pour toujours. Ou se battre, tout risquer, et prier pour que les gens qu'elle aimait n'en perdent pas le prix. Le samedi matin, alors que la date limite approchait, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle appela ses parents. « Maman, salut, c'est moi », dit-elle, forçant sa voix à paraître joyeuse. « Sarah, ma chérie, comment vas-tu ? » « Je vais bien. Écoute, ça va paraître étrange, mais j'ai besoin que papa et toi fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous preniez la voiture et que vous alliez passer quelques semaines chez Tante Marge, en Floride. Aujourd'hui. » Il y eut un silence. « En Floride. Mais Sarah, ton père a des commandes à l'atelier. S'il te plaît, maman. » Sa façade de calme commença à s'effriter, sa voix se brisant. « Ne pose pas de questions. Partez, c'est tout. C'est important. Je vous expliquerai tout plus tard. » Sa mère, avec l'intuition que seules les mères possèdent, entendit la panique sous les mots. « Tu as des ennuis, Sarah ?»« Tout ira bien, mentit-elle. Mais seulement si je sais que vous êtes en sécurité, s'il te plaît. Fais ça pour moi. » Après une longue pause, sa mère soupira. « D'accord, ma chérie, si c'est si important. » En raccrochant, Sarah sentit une vague de soulagement immédiatement suivie d'une détermination froide comme l'acier. Il lui avait enlevé le choix, alors elle allait faire le sien. Ils voulaient la guerre? Ils auraient la guerre. Mais elle la mènerait selon ses propres termes. Elle passa le reste de la journée et de la nuit à se préparer. Elle fit plusieurs copies de la clé USB, en téléchargea une dans un coffre-fort numérique crypté, en envoya une autre à une boîte postale qu'elle seule connaissait, et garda l'original. Elle rédigea une déclaration sous serment détaillant la réunion avec Isabelle et Arthur, y compris le chantage et les menaces, et se l'envoya par email, créant un horodatage inviolable. Elle ne se préparait pas seulement pour un procès. Elle se préparait pour la bataille de sa vie. Le lundi matin, l'air dans la salle d'audience était électrique. La salle était bondée de journalistes, d'avocats et de curieux, tous impatients d'assister à l'exécution judiciaire de Julien Dubois. Quand on l'amena, menotté, il la chercha dans la foule. Leurs yeux se croisèrent, et elle lui fit un signe de tête presque imperceptible, essayant de transmettre tout le courage qu'elle ne ressentait pas. Son regard était plein de questions, d'inquiétudes. Il savait que quelque chose avait changé. Le procureur, un homme ambitieux nommé Peterson, présenta son dossier avec une confiance arrogante, accumulant des montagnes de preuves circonstancielles. Cela semblait accablant. Quand ce fut le tour de Sarah, un murmure parcourut la salle. L'avocate, commise d'office inconnue contre le pouvoir de l'État. « Votre honneur » commença-t-elle, sa voix claire et stable résonnant dans le silence. « L'accusation a dépeint l'image d'un homme cupide. Je suis ici pour vous montrer une autre image, celle d'un homme trahi. » Elle commença à démanteler le dossier de l'accusation, pièce par pièce, avec une logique froide et précise. Mais elle ne faisait que préparer le terrain. Le coup de grâce était encore à venir. « J'aimerais maintenant appeler mon premier témoin, »
annonça-t-elle. Isabelle Laurent. Un hoquet collectif emplit la salle. Isabelle se dirigea vers la barre des témoins comme sur un podium, dégageant une élégance fragile. Elle joua son rôle de fiancée au cœur brisé à la perfection, sous l'œil vigilant de son oncle, Arthur. Sarah la laissa parler, la laissa tisser sa toile de mensonges. Puis elle passa à l'attaque. « Mademoiselle Laurent, vous avez témoigné avoir découvert les crimes de mon client par accident, c'est exact ?»« C'est exact. Ce fut le jour le plus terrible de ma vie. » Sarah prit une photo de son dossier et la plaça sur le rétroprojecteur pour que tout le jury la voie. C'était une photo d'Isabelle et de Marc dans une station de ski à Aspen, 6 mois avant l'arrestation de Julien. Ils riaient, se tenaient, clairement intimes. Pouvez-vous identifier les personnes sur cette photo? Le visage d'Isabelle devint blême. Arthur Laurent bondit sur ses pieds. « Objection, pertinence. »« Extrêmement pertinent, votre honneur, » dit Sarah. « Cela établit un schéma de tromperie et un mobile. »« Rejeté. Le témoin va répondre. »« C'est juste un voyage entre amis, » balbutia Isabelle. « Amis » Sarah haussa un sourcil. Elle connecta son ordinateur portable au système de sonorisation du tribunal. Peut-être que ceci vous rafraîchira la mémoire. Elle appuya sur lecture. Le silence de la salle fut rompu par la voix de Marc. Il signera tout le jour de son anniversaire. L'ironie est délicieuse. Le rire cruel d'Isabelle emplit la salle d'audience. Pauvre Julien, si aveugle quand il s'agit des gens. Le chaos éclata. Des cris, des flashs d'appareils photo, le juge martelant frénétiquement son maillet, essayant de rétablir l'ordre. Le visage d'Isabelle se décomposa, le masque de perfection se brisant en pure panique. Arthur Laurent était livide, criant des objections que personne ne pouvait entendre. Julien était debout, ses mains menottées sur la table de la défense, son visage un mélange de justification et de douleur alors qu'il entendait la trahison de ses propres oreilles. « Cette preuve a été obtenue illégalement », cria Arthur une fois l'ordre partiellement rétabli. « Elle a été obtenue, votre honneur, parce que ma cliente était menacée et victime de chantage, » rétorqua Sarah, regardant directement Arthur. « J'ai une déclaration sous serment détaillant comment Maître Laurent et sa nièce ont tenté d'entraver la justice, menaçant non seulement moi mais aussi la sécurité de ma famille. » C'était le dernier clou dans le cercueil. Le juge regarda Arthur Laurent avec un mépris glacial. « Sur la base des preuves présentées, » commença le juge, sa voix tonitruante, « ce tribunal rejette toutes les charges contre l'accusé Julien Dubois. Il est libre de partir. » Le juge se tourna ensuite vers l'accusation. « Et je suggère qu'une enquête criminelle soit ouverte immédiatement sur Isabelle Laurent et Marc Fournier pour fraude, parjure et entrave à la justice. » La salle explosa. Julien s'effondra sur sa chaise, des larmes coulant sur son visage pour la première fois, des larmes de soulagement pur et accablant. Il était libre. Sarah avait fait l'impossible. Leurs yeux se croisèrent à travers la salle tumultueuse. Il y avait un océan de choses non dites entre eux. Gratitude, admiration, amour. Il commença à se diriger vers elle, les gardes lui retirant ses menottes. C'est alors que cela se produisit. 2 huissiers de justice, leurs visages impassibles, s'approchèrent de Sarah. « Sarah Martin » dit l'un d'eux. Sarah se retourna, le sourire de la victoire se figeant sur ses lèvres. Arthur Laurent se tenait derrière les officiers, un mince sourire triomphant sur le visage. Il avait perdu la guerre, mais il ne partirait pas sans une dernière victime. « Oui, » répondit-elle, le cœur serré. « Vous êtes en état d'arrestation pour effraction, accès illégal à des systèmes informatiques et vol de données. » L'officier prit ses mains et les plaça derrière son dos. Le clic des menottes résonna fort dans la salle bourdonnante. Le monde de Julien, qui venait d'être reconstruit, s'effondra à nouveau. « Sarah !» cria-t-il, essayant de se frayer un chemin à travers la foule. Leurs yeux se croisèrent une dernière fois. Elle était menottée, sa carrière en ruine, sa liberté volée. Mais il y avait un triste sourire sur ses lèvres, un sourire qui disait « Tu es libre, et c'est tout ce qui compte. » Alors qu'il l'emmenait par la même allée que Julien avait parcourue en tant que prisonnier, l'ironie brutale de la situation les frappa tous les deux. Le jour de son acquittement, sa sauveuse avait pris sa place. L'héroïne avait été sacrifiée, et la victoire de Julien avait un goût de cendre. La liberté. Le mot était censé avoir un goût sucré, mais dans la bouche de Julien, il avait la saveur amère du fer et de la cendre. Il sortit du palais de justice, non pas en homme victorieux, mais en soldat qui avait survécu à la bataille pour voir son sauveteur tomber sur le champ. Le soleil de Manhattan semblait aveuglant et hostile.
Les bruits de la ville, autrefois la bande-son de son pouvoir, semblaient maintenant dissonants et vides. Il était libre, mais il ne se sentait pas libre. L'image de Sarah menottée, le sourire courageux et triste sur son visage, était gravée dans son esprit. Elle l'avait libéré d'une cage de béton pour être enfermée dans une elle-même. Les premières heures furent un flou. Il fut emmené dans un hôtel de luxe par une équipe de sécurité qu'un de ses rares alliés restants avait engagé. Il ignora les dizaines d'appels de journalistes, d'avocats de Wall Street offrant leurs services, même de son père qui essayait maintenant sans aucun doute de se racheter. Il n'y avait qu'un seul appel qu'il devait passer. La visite fut un cruel retournement du destin. Cette fois, c'était lui qui portait le costume cher, attendant dans une pièce stérile. Et c'était elle qui entrait vêtue d'un uniforme de prison, la couleur beige délavée drainant la vitalité de sa peau. Ils s'assirent de part et d'autre d'une épaisse vitre en plexiglas et prirent les téléphones. Le cœur de Julien se brisa en la voyant là. Elle semblait petite et épuisée, mais il y avait une force inébranlable dans ses yeux. « Salut !» dit-elle, sa voix légèrement déformée par le téléphone. Un petit sourire effleura ses lèvres. « Tu vas bien ?» Ce n'était pas une question. « Clara, je... » commença-t-il, la voix épaisse, un torrent de culpabilité et de gratitude se bousculant pour sortir. « Je vais te sortir de là, je le jure. J'engagerai les meilleurs avocats. Je paierai n'importe quelle caution. »« Julien, arrête !» l'interrompit-elle, sa voix calme et ferme. « Écoute-moi attentivement, tu ne peux pas faire ça. Pas de la manière dont tu le penses. »« Quoi ? Pourquoi pas ? » ?»« Parce qu'Arthur Laurent attend ça. Il veut que tu dépenses des millions dans une bataille juridique qu'il peut faire traîner pendant des années. Il utilisera toutes les ressources, toutes les failles, pour me garder ici le plus longtemps possible. C'est sa vengeance. » Elle se pencha plus près de la vitre, l'intensité dans ses yeux le tenant captif. On ne peut pas le combattre sur son terrain. On doit renverser le jeu. Julien écouta, sa frustration cédant la place à une attention concentrée. Même ici, emprisonnée, elle était la stratège. « Et que dois-je faire ?» demanda-t-il, s'en remettant à sa direction. « Tu vas trouver un homme nommé Léo Martinez, dit-elle. Il a un petit cabinet d'avocats à Hell's Kitchen. Il n'est pas célèbre comme Laurent, mais c'est l'avocat pénaliste le plus brillant et le plus impitoyable que je connaisse. On s'est affronté à la fac de droit. C'est la seule personne qui déteste les requins d'entreprise comme Laurent plus que moi. » Julien mémorisa le nom. « Léo Martinez, compris. Dis-lui que je t'envoie. Dis-lui que c'est un cas code rouge. Il comprendra. » Elle fit une pause, son regard s'approfondissant. « Et, Julien, tu devras faire exactement ce qu'il dit. Peu importe à quel point ça semble risqué. Est-ce que tu me fais confiance ?» Il regarda la femme de l'autre côté de la vitre, la femme qui avait tout risqué pour lui, qui était assise dans une cellule à cause de lui. Confiance était un mot trop faible. « De ma vie !» répondit-il, la voix rauque. Il plaça sa main sur la vitre. De l'autre côté, elle fit de même, leurs paumes s'alignant, séparées par des centimètres d'acrylique, mais unies par une promesse silencieuse. Le bureau de Léo Martinez ne pouvait être plus différent de celui d'Arthur Laurent. Il était exigu, chaotique, et sentait le café fort et le vieux papier. Des livres de droit étaient empilés dans tous les coins. Léo était un homme dans la quarantaine, avec l'énergie d'un combattant de rue, et des yeux si vifs qu'il semblait voir à travers les mensonges avant même qu'ils ne soient prononcés. Quand Julien mentionna le nom de Sarah et Code Rouge, l'expression de Léo passa de la curiosité à un sérieux mortel. Alors la petite Martin s'est finalement mise dans un pétrin dont elle n'a pas pu se sortir en parlant, dit-il en se penchant en arrière dans sa chaise qui grinçait. Il écouta toute l'histoire de Julien sans l'interrompre, ses doigts tambourinant sur le bureau. Quand Julien eut fini, Léo resta silencieux pendant une longue minute. « Ils l'ont arrêté pour la faire taire et pour te torturer. C'est un sale coup, mais un coup intelligent. Le système juridique adore punir les gens qui exposent ses failles. »« Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Julien, l'impatience le rongeant. « La loi ne nous aidera pas ici, pas assez vite, » dit Léo en se levant et en commençant à faire les 100 pas. « Laurent va l'enterrer sous la paperasse. Nous avons besoin de quelque chose que la loi ne peut ignorer. Nous avons besoin d'une bombe. » « Quel genre de bombe ?» Léo s'arrêta et se tourna vers Julien, son regard acéré. « Nous devons prouver non seulement que l'effraction de Sarah était moralement justifiée, mais que c'était le seul moyen de dénoncer une conspiration criminelle en cours. Nous avons besoin d'aveux. D'aveux qu'ils l'ont piégé, que les menaces étaient réelles. » L'estomac de Julien se noua. Marc n'avouera jamais. « Pas de son plein gré, » convint Léo.
Un lent sourire dangereux se dessina sur son visage. C'est pourquoi c'est toi qui vas le faire avouer. Le plan était audacieux, dangereux et à la limite de l'illégalité. Julien ne serait pas un client attendant passivement. Il serait l'agent principal. Utilisant les ressources qui commençaient à être débloquées de ses comptes, il se réinsérerait dans le monde de Marc et d'Isabelle, non pas comme une victime cherchant à se venger, mais comme un homme brisé prêt à conclure un accord pour sauver la femme qu'il aimait. « Marc est arrogant et cupide », expliqua Léo. « L'arrogance lui donne le sentiment d'être intouchable. La cupidité le rend vulnérable. Tu vas utiliser les deux contre lui. » La stratégie était un jeu psychologique à haut risque. Julien porterait un micro, fourni par l'un des contacts de Léo. Il attirerait Marc à une réunion sous prétexte de lui offrir des millions pour abandonner les charges contre Sarah. « Il n'acceptera pas, » dit Julien. « Il veut la voir souffrir. »« L'argent n'est pas fait pour être accepté, » dit Léo. « L'argent est l'appât pour l'amener dans la pièce. Le vrai piège, c'est son ego. Tu vas le faire jubiler. Tu vas lui faire croire qu'il a si complètement gagné qu'il ne pourra pas résister à te frotter au visage comme il a fait. » Julien sentit un frisson. C'était un plan qui exigeait de lui de devenir un acteur, de réprimer toute sa rage et sa douleur, et de se présenter comme un homme vaincu. Cela exigeait qu'il s'assoie face à l'homme qui avait détruit sa vie et qu'il le manipule. « Sarah a risqué sa liberté pour toi, Dubois, » dit Léo comme s'il lisait dans ses pensées. « La question est, qu'est-ce que tu es prêt à risquer pour elle ?» Cette nuit-là, de retour dans sa chambre d'hôtel, Julien regarda l'horizon de Manhattan. La ville n'était plus un royaume à conquérir. C'était un champ de bataille. Et pour la première fois, il ne se battait pas pour plus de pouvoir ou plus d'argent. Il se battait pour une personne, pour Sarah. Il prit le téléphone et appela Marc Fournier. À chaque mot qu'il prononçait, forçant sa voix à paraître vaincue et désespérée, il sentit un morceau de sa fierté mourir. Mais il sentit quelque chose de nouveau naître à sa place. Un but. Marc mordit à l'hameçon. La réunion fut fixée pour le lendemain soir au bar d'un hôtel de luxe à Midtown. La scène était prête. Le piège était tendu. Et Julien Dubois, le roi déchu, était sur le point de jouer le jeu le plus dangereux de sa vie. Le bar de l'hôtel Sainte-Régis était un sanctuaire d'opulence tranquille. Boiserie sombre, fauteuil en cuir souple et le doux éclat du laiton poli. L'air sentait la vieille fortune et le whisky cher. C'était le genre d'endroit où les accords étaient scellés d'une poignée de main et les vies détruites d'un murmure. Julien arriva 10 minutes en avance, choisissant une table isolée au fond, le dos au mur, exactement comme Léo l'avait instruit. À son poignet, sous la manchette de sa chemise sur mesure, un petit enregistreur numérique déguisé en bouton de manchette semblait peser une tonne. Chaque battement de son cœur était un marteau contre ses côtes. Il se remémora le plan de Léo dans son esprit. Sois la victime, sois faible, laisse son ego faire le travail. C'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais eu à faire. Chaque fibre de son être voulait bondir par-dessus la table et étrangler Marc. Mais l'image de Sarah, seule dans une cellule, était l'encre qui le maintenait en place. Marc arriva pile à l'heure, dégageant la confiance d'un conquérant. Il portait un costume qui coûtait plus que le loyer annuel de Sarah et un sourire condescendant qui fit bouillir le sang de Julien. « Julien, » dit-il en s'asseyant sans y être invité, « je dois admettre que je suis surpris. Je pensais que tu serais trop occupé à lécher tes plaies. » Julien força une expression d'épuisement sur son visage. « Je ne suis pas ici pour me battre, Marc. »« Non. Alors pourquoi es-tu là ?» Marc fit signe au serveur. « 2 Macallan 25 ans, c'est pour lui. » Le serveur hocha la tête et s'éloigna. L'arrogance de Marc était suffocante. « Je veux conclure un marché, » dit Julien, sa voix délibérément basse et vaincue. « À propos de Sarah. » Marc gloussa un son bas et satisfait. « Ah, la petite avocate. La Jeanne d'Arc de Brooklyn. Touchant, vraiment. Mais un peu tard pour l'héroïsme, tu ne crois pas ? Combien ?» Julien alla droit au but. « Combien pour que toi et Isabelle abandonniez les charges ?» Marc se pencha en arrière dans sa chaise, savourant le moment. « Ce n'est pas une question d'argent, Julien. C'est une question de principe. Les actions ont des conséquences. »« 10 millions de dollars, » dit Julien en lançant l'appât. « Sur un compte offshore de ton choix, demain matin. » Les yeux de Marc vacillèrent un instant. La cupidité, la voilà. Mais il la masqua rapidement. Tentant. Mais non. La voir pourrir dans une cellule vaut bien plus pour moi. « Pourquoi ?» demanda Julien, laissant une note de désespoir sincère s'infiltrer dans sa voix. « Pourquoi tant de haine ? Je t'ai tout donné, Marc.
Tu étais mon frère. » C'était l'ouverture que Marc attendait. Son ego, gonflé par la victoire et le whisky que le serveur venait de servir, prit le dessus. « Tu me donnais les miettes de ta table », cracha-t-il, la façade calme se fissurant. « J'étais le cerveau derrière la moitié de tes plus gros coups, mais c'était toujours toi sous les projecteurs. Le génie Julien Dubois. J'en avais marre de vivre dans ton ombre. »« C'est Isabelle ?» demanda Julien, son nom comme du verre dans sa bouche. « Isabelle ? Isabelle a toujours été à moi. Elle n'était avec toi que pour ton argent. Quand nous avons réalisé que nous pouvions avoir l'argent et nous débarrasser de toi, le choix a été facile. » Il prit une longue gorgée de son whisky. Le plan était brillant, impeccable. On s'en serait sorti si ce n'était pas pour cette avocate fouineuse. « Continue de parler, » pensa Julien, le cœur battant à tout rompre. Le bouton de manchette à son poignet semblait le brûler. « Alors vous l'avez piégée, elle aussi ?» dit Julien, sa voix un fil. « Les accusations, c'était par vengeance ?» Marc sourit, un sourire plein de venin. Vengeance? Non. C'était un coup de maître, la leçon finale, pour montrer que personne ne se frotte à nous et s'en sort indemne. Arthur s'est occupé de tout. Il savait que son effraction était illégale. Nous l'avons laissé voler les preuves. C'était comme laisser une souris entrer dans le piège pour prendre le fromage. Nous avons juste refermé la porte derrière elle. Il se pencha en avant, ses yeux brillants d'une joie cruelle. Voir son visage quand elle a été arrêtée, c'était presque aussi bon que de voir le tien. Elle pensait qu'elle avait gagné. Si naïve. Julien sentit la rage monter, une vague chaude et rouge. Il serra les poings sous la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Tiens bon, juste un peu plus longtemps. »« Vous n'aviez pas le droit, » murmura Julien. « J'ai tous les droits, » déclara Marc, sa voix s'élevant. « J'ai gagné, Julien, j'ai l'entreprise, j'ai la femme, et ta petite sauveuse va payer le prix de sa stupide loyauté. Et il n'y a rien que tu puisses y faire. » C'était la dernière pièce dont Julien avait besoin. Les aveux complets, l'admission du coup monté, l'arrogance ultime. Lentement, Julien se leva. Le masque de la défaite tomba de son visage, remplacé par un calme froid et mortel qui fit instinctivement reculer Marc. « Merci, Marc, » dit Julien, sa voix basse et dangereuse. « C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. » La confusion envahit le visage de Marc. « De quoi tu parles ?» À ce moment précis, 2 hommes et une femme se levèrent des tables voisines. Ils ne portaient pas d'uniforme, mais ils se déplaçaient avec la même efficacité que les agents qui avaient arrêté Julien. C'était l'équipe de Léo, y compris un détective privé, ancien agent du FBI. Ils convergèrent vers la table. « Marc Fournier ?» dit le détective en exhibant un badge. « Vous êtes en état d'arrestation pour entrave à la justice, complot et parjure. » La réalité frappa Marc comme un train. Ses yeux s'écarquillèrent de panique et se dirigèrent droit vers le bouton de manchette au poignet de Julien. « Tu m'as enregistré. »« Les actions ont des conséquences, Marc, » dit Julien, faisant écho aux propres mots de l'autre homme. « C'est toi qui me l'as appris. » Marc essaya de se lever, renversant son verre de whisky. Le liquide ambré se répandit sur la table comme du sang. Les agents le retinrent fermement, plaçant ses mains derrière son dos et le menottant. La scène était une image miroir de la propre arrestation de Julien, mais sans les flashs des médias. C'était une justice silencieuse mais non moins dévastatrice. Alors qu'il l'emmenait, les yeux de Marc croisèrent une dernière fois ceux de Julien. En eux, il n'y avait plus d'arrogance, seulement la terreur nue d'un homme qui avait tout misé et tout perdu. 1 heure plus tard, avec l'enregistrement soumis comme preuve irréfutable, des mandats d'arrêt furent émis pour Isabelle Laurent et Arthur Laurent. Ils furent arrêtés dans leurs appartements de luxe respectifs, leur chute aussi rapide et brutale que celle qu'ils avaient orchestrée pour Julien. Dans le bureau de Léo, l'adrénaline commença à céder la place à un soulagement épuisé. Le procureur n'avait pas le choix, dit Léo en raccrochant le téléphone avec un sourire satisfait. Avec cet enregistrement, le dossier contre Sarah est tombé en poussière. Ils ont abandonné toutes les charges. Son ordre de libération vient d'être signé. Julien ferma les yeux, une seule larme traçant un chemin sur sa joue. Il ne l'essuya pas. « Elle est libre », murmura-t-il. « Qu'elle est libre », confirma Léo. « Va la chercher, Dubois, elle t'attend. » Julien sortit du bureau de Léo et entra dans la nuit de New York. La ville scintillait toujours, mais pour la première fois depuis sa chute, les lumières ne semblaient pas se moquer de lui. Elles ressemblaient à des promesses. Il héla un taxi, son cœur battant non pas de peur ou de colère, mais d'une anticipation si intense qu'elle en était presque douloureuse. La bataille était terminée.
Les monstres avaient été vaincus. Et maintenant, il allait chercher son héroïne. La grille de fer de l'établissement correctionnel pour femmes grinça en s'ouvrant, le son rauque coupant le silence de la nuit. Cette fois, il n'y avait pas de foule de journalistes, pas de flashs aveuglants. Il n'y avait que Julien, appuyé contre une voiture noire, son cœur martelant dans un compte à rebours silencieux. Et puis, elle apparut. Sarah sortit dans la nuit, ne portant plus un uniforme de prisonnier mais ses propres vêtements, qui semblaient un peu amples sur sa silhouette amincie. Elle s'arrêta un instant, clignant des yeux sous la lumière jaune du lampadaire, comme pour s'adapter à un monde qu'elle avait oublié. Ses yeux balayèrent l'obscurité et le trouvèrent. Pendant une fraction de seconde, ils se regardèrent simplement. Un abîme de douleur, de peur et de désir les séparait, mais en ce seul regard, ils construisirent un pont. Le monde entier sembla retenir son souffle. Puis elle se mit à courir. Ce n'était pas une course élégante. C'était désespéré, trébuchant légèrement, propulsé par un besoin qui avait été nié trop longtemps. Julien se détacha de la voiture et courut vers elle, comblant la distance entre eux. Ils se heurtèrent au milieu du parking vide. L'impact fut à couper le souffle. Julien enroula ses bras autour d'elle, la soulevant du sol, la tenant avec une force à la fois désespérée et révérencieuse. Il la pressa contre lui, comme s'il voulait fusionner leur corps, s'assurer qu'elle était réelle, qu'ils ne pourraient plus jamais être séparés. Sarah enfouit son visage dans le creux de son cou, ses mains agrippant le tissu de sa veste. Elle l'inspira, le cuir, l'air frais de la nuit, et quelque chose qui était uniquement Julien. C'était l'odeur de la maison, l'odeur de la liberté. Des larmes chaudes coulèrent sur son visage, des larmes qu'elle avait refusé de verser dans la solitude de sa cellule. C'étaient des larmes de soulagement, d'épuisement, d'une joie si écrasante qu'elle en était douloureuse. « C'est fini !» murmura-t-elle contre sa peau, la voix brisée. « Ça est fini !» répéta-t-il, sa propre voix rauque à son oreille. Il la posa doucement sur le sol mais ne la lâcha pas. Ses mains se levèrent pour encadrer son visage, ses pouces traçant ses joues mouillées. « Je t'aime !» dit-il, les mots sortant non pas comme une confession, mais comme une vérité fondamentale, comme la gravité ou le passage du temps. « Je t'aime aussi !» répondit-elle en le regardant dans les yeux, et puis il l'embrassa. Ce n'était pas comme le baiser qui avait failli se produire en prison, chargé de tension et de désirs interdits. C'était un baiser de libération. C'était la première pluie après une longue sécheresse, la première lumière après une nuit sans fin. C'était tendre et affamé, une conversation silencieuse où il se disait tout ce qu'il n'avait pas pu se dire à travers la vitre. « Tu m'as manqué, j'ai eu peur, je ne te laisserai plus jamais partir. » Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux à bout de souffle, les fronts posés l'un contre l'autre, partageant le même air. « Rentrons à la maison, » dit Julien. « À la maison, » répéta Sarah, goûtant le mot. « J'aime le son de ça. » L'appartement de Julien, un penthouse temporaire surplombant Central Park, était un monde de verre et de lumière. Mais pour Sarah, qui avait passé des jours à fixer des murs de béton, cela ressemblait à un palais. Julien ferma la porte derrière eux, et le son du clic sembla les isoler du reste du monde. Ils étaient dans leur propre sanctuaire. Ici, dans cette pièce, ils avaient à créer leur propre univers. « Tu penses qu'ils iront bien ?» demanda-t-elle doucement, pensant à ses parents en sécurité en Floride. « Ils iront bien, » répondit-il en lui caressant les cheveux. « Nous nous en assurerons. Nous reconstruirons tout, mieux qu'avant. » Elle releva la tête pour le regarder. « Nous ?» Il sourit, le premier sourire vraiment libre et heureux qu'elle ait jamais vu sur lui. Il illumina tout son visage. « Nous, toi et moi. Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement, maître. » Elle lui sourit en retour. « Ce n'a jamais été l'intention, monsieur Dubois. » Ils s'embrassèrent à nouveau, un baiser doux et plein de promesses. La justice avait été rendue. Les méchants étaient derrière les barreaux. Mais la vraie victoire n'était pas dans la salle d'audience. Elle était ici, dans cette chambre, dans le calme après la tempête. Le verdict final n'avait pas été rendu par un juge. Il avait été rendu par leur cœur. Et le verdict était l'amour, inconditionnel, inébranlable, et enfin, libre.